oui, d'abord, de commencer la matinée avec Mozart, c'est parfait, moi, je trouve. Bon, c'est un air de l'amour. Elle parle de son amour pour Tamino et ses émotions parce qu'il pense qu'il allait abandonner. Je crois que ce n'est pas ça qui est la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour et la relation qu'on a les uns avec les autres. Et c'était une parfaite introduction à la matinée aujourd'hui. Vous chantez le matin, justement, pour évoquer tout cet amour, ça vous arrive? Non, je chante rarement quand je me réveille le matin, non. Et vous écoutez de la musique? Souvent j'écoute la musique. J'aime beaucoup écouter la musique de chambre. Surtout le dimanche, parce que normalement, le matin, je fais un peu de gymnastique, un peu de yoga. Mais le dimanche, c'est la matinée, la musique de chambre. Alors, vous êtes cantatrice soprano, vous avez joué sur les plus grandes scènes du monde, avec les plus grands chefs du monde. Vous êtes aussi, depuis 25 ans, ambassadrice de bonne volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ambassadrice à vie, vous avez été nommée à vie. Vous êtes née aux États-Unis, en Arkansas, il y a une actualité américaine assez forte cette nuit. L'élection de Barack Obama, il y a 4 ans, vous en avez un souvenir assez précis? Oui, bien sûr, j'étais très émue. D'abord avec l'histoire des États-Unis avec l'esclavage et moi j'avais aussi vécu la période d'apartheid d'enfants dans l'État de Arkansas aux États-Unis et de voir d'abord le fait d'avoir un président noir, c'était vraiment très émouvant, mais en plus le personnage de Barack Obama, je ne le connais pas personnellement, me touche aussi parce que c'est un homme qui est très intelligent. Je suis assez fatiguée parce que je regardais le débat. On va en parler. Je ne suis pas endormie après parce que j'avais peur de rater le rendez-vous ce matin ici. Et je crois que c'est un homme, oui, je crois qu'il a fait beaucoup de choses fantastiques dans une situation qui était très, très difficile. D'abord, la situation qu'il a trouvée aux États-Unis en arrivant à la présidence, mais aussi tout le barrage des républicains qui ne voulaient pas du tout lui donner le moindre succès. Ils préféraient ça au lieu d'aider le pays. Je crois qu'il avait fait vraiment très très bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout, je ne suis pas du tout d'accord avec... D'accord, je lui dis, bon, je ne suis pas informée, mais j'ai des questions que j'aimerais lui proposer sur les drones, sur les choses qui font... L'aspect militaire, ça. Exactement. Vous ne partagez pas? Oui. Je dis, moi, il y a certaines choses qui, vu de l'information, le peu d'informations que j'ai, j'aurais beaucoup de questions à lui poser si je pouvais le faire. Alors, vous l'avez dit, vous avez veillé, vous avez regardé ce débat. On a entendu nos analystes sur cette antenne. Romney sort vainqueur. Est-ce que vous pensez la même chose? Bon, il faut voir, une chose que j'ai appris avec Obama, c'est il n'est jamais quelqu'un de court terme. Moi, je réalisais ça en regardant la campagne il y a 4 ans. Et chaque fois que moi, j'étais énervée, je dis, mais non, il faut faire comme ça. Et finalement, il a mis chaque pas devant l'autre et il avait gagné. Et à la fin, je dis, mais peut-être il faut que j'ai un peu de confiance en lui. Je crois qu'hier soir, sur ce que beaucoup de gens voulaient qu'il attaque, Romney, il n'a pas fait. Mais il avait beaucoup de choses, beaucoup de pièges que Romney est tombé dedans en admettant qu'il voulait avoir le voucher pour le healthcare, pour le Medicare. Le Medicare, l'Obamacare, comme on dit, oui. Oui. Non, Medicare, c'est ça qui existe déjà aujourd'hui pour les gens qui sont à la retraite. Absolument, oui. Ça existe déjà. Mais il avait aussi, un peu renversé son opinion sur les impôts. Je crois qu'après, aujourd'hui, ce matin, les fact-checkers, il aura beaucoup de choses à faire parce que Mitt Romney, c'est quelqu'un pour lequel la vérité est, je peux dire, assez difficile des fois. Un peu improbable, oui. Oui. Vous ne voterez pas aux États-Unis? Moi, je suis plus Vous êtes citoyen. de nationalité suédoise? Exactement. Si Barack Obama, néanmoins, vous demande, vous engagez à ses côtés de chanter pour lui, comme vous aviez chanté pour M. Clinton à l'époque, vous le feriez? Non, je suis pas... Non, parce que je ne crois pas que j'ai le droit de vraiment m'imposer à ce point-là
dans la campagne. J'ai juste une règle que je reste vraiment en dehors des campagnes dans tous les pays, sauf la Suède, parce que c'est pas ma place d'influencer. Je pouvais dire que j'étais demandé plusieurs fois en France d'être à côté et j'ai toujours par des présidentiables français. Oui. Vous pouvez donner des noms? Non. Plutôt à gauche? Non. Non, plutôt à droite. Voilà. Alors que vous êtes plutôt démocrate du côté des États-Unis, c'est des présidents français plutôt, enfin des candidats plutôt à droite qui vont poser des questions. Oui, moi j'ai une certaine image, surtout comme vous a dit, le travail que je fais depuis très longtemps pour l'HCR, je me donne une certaine image, mais je crois que je garde ça précieusement pour la cause des réfugiés. Oui, pas de politique active, donc Barbara Hendricks, plus de 700... Oui, j'ai mon mot à dire, mais je ne vais pas me mettre à côté d'un candidat. Pas de politique partisane alors. Exactement. Nuance, ouais. En 2011, plus de 700 000 nouveaux réfugiés, avec évidemment la guerre en Syrie. C'est un chiffre qui sera plus élevé l'année prochaine. Chaque jour, 2000 réfugiés de plus dans le monde. Vous vous êtes rendu plusieurs fois sur le terrain. Vous étiez encore sur le terrain au mois de juin dans le Sahel. On dit souvent que c'est un combat sans espoir. Quel est le degré d'espoir que vous avez, vous ? Ah non, il ne faut pas dire qu'il est sans espoir parce que, on avait fait récemment, lundi, on avait fêté le lauréat le prix Nansen pour les réfugiés, une femme, Hawa Aden Mohamed, qui travaille avec les femmes et les filles en Somalie, et qu'on voit les gens comme ça, on ne perd pas l'espoir. C'est difficile. Moi, je vous dis qu'à la fin de la guerre froide, moi, je dis voilà, c'est terminé, on n'aura plus besoin d'HCR parce qu'on va commencer à travailler ensemble à l'ONU comme c'était prévu. Il a 60 ans, mais ce n'était pas le cas parce qu'on a commencé d'avoir des conflits qui étaient un peu différents. Ce n'étaient pas les conflits entre les États. Ah, voilà, ça veut dire que l'HCR a malheureusement encore beaucoup de travail à faire, mais on ne perd jamais l'espoir. Bon, la Syrie, l'Occident n'intervient pas. Les pays occidentaux qui sont intervenus en Libye ne sont pas en Syrie, et Américains et Français en tête. Vous le comprenez, ça, vous iriez jusqu'à... souhaiter une intervention militaire occidentale en Syrie? Vous savez, Libye n'est pas la Syrie, ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas l'Égypte. Et je crois qu'il faut avoir vraiment des informations de ces situations internes qui sont assez compliquées. Pour donner que moi, là, c'est ici que je peux vous dire, voilà, il faut aller avec une intervention militaire. Mais il faut faire quelque chose, mais c'est aux dirigeants de nos pays, je dis l'Europe, des États-Unis, de vraiment essayer de trouver une solution, parce que la souffrance des gens, tous les gens qui ont été tués depuis le début de ce conflit, c'est insoutenable. Mais c'était pas à moi de dire quelle est exactement la chose qu'il faut faire. Mais oui, c'est insoutenable. Chanter peut-être. En 91 et 93, vous aviez donné 2 concerts à Sarajevo et Dubrovnik, alors que la guerre faisait rage. Chanter sur le terrain, proche de la Syrie, en Syrie peut-être même. Il y a des endroits où on peut aller chanter, où ça peut avoir un effet. Je dis que surtout à Sarajevo, c'était à l'invitation de l'orchestre de Sarajevo que je suis allée. Parce que le façon de lutter contre la guerre était de continuer de jouer des concerts. Et ils m'ont invité là pour le soutenir dans le débat, dans ce qu'ils avaient essayé de faire. Moi, maintenant, je vois que je suis fatiguée. Non, mais on comprend très bien. Continuer la musique pendant la guerre, oui, c'était ça. Non, mais je veux dire que là, c'était vraiment résistance, c'est le mot que je cherchais. J'étais là pour les soutenir dans leur résistance à cette guerre qui était aussi absurde. Oui, et là, pour la Syrie, on peut chanter quelque part, mais ça paraît difficile sur place. Oui, non, ça n'est pas une place pour un concert. Même si l'orchestre de la Syrie m'invite. Il a des endroits où ça peut tirer l'attention. Il a d'autres qui il n'a pas la place. Barbara Hendricks, vous partagez votre temps, je crois, entre la Suède et la Suisse, pays que vous connaissez particulièrement bien, la Suisse. Il y a un durcissement en Suisse depuis quelques années dans le discours et dans la pratique à l'égard des requérants. Vous avez peut-être vu l'UDC, premier parti de Suisse encore, qui veut durcir encore la politique d'accueil des requérants d'asile, les placer peut-être, il y a une 3e initiative qui est en cours, les placer dans des camps spéciaux pendant 30 jours, ensuite refouler ceux qui ne jouent pas les règles du jeu. Comment vous voyez
voyez la Suisse sur le terrain, justement, de l'accueil des réfugiés et des requérants? Quelle note vous lui attribuez? Je crois que c'était un peu schizophrénique, je dis, dans le sens que nous sommes, l'HCR et beaucoup de nos partenaires à la Croix-Rouge aussi, nous sommes ici en Suisse accueillis, soutenus. Et en même temps, on a ce jeu de politique qui joue un peu avec les réfugiés pour les fins politiques, qui est inacceptable. C'est inacceptable pour vous? La Suisse, dans ce sens-là, ferait non, mais preuve je dis tous d'une les pays certaine de la Suisse n'est xénophobie? pas le seul, je dis. Ouais. C'est aux États-Unis, partout, en Australie, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire en Australie. C'est juste que, d'abord, je crois qu'on avait laissé les gens qui sont contre l'immigration un peu contrôler le débat. Mais vous l'avez dit, vous avez vécu l'apartheid quand vous étiez jeune dans l'Arkansas. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de mettre des requérants d'asile dans des camps? C'est effrayant. Effrayant. Oui, exact. De mettre les gens qui ont déjà subi des choses, déjà des souffrances, ils ont subi souvent des femmes, le viol, de les mettre dans un camp, mais vraiment, c'est inacceptable. Schizophrénique, hein, vous avez employé le mot. Oui, schizophrénique.